Bonjour Gilles Vojat, présentez-nous votre parcours. Bonjour, Gilles Vaugelat, donc 49 ans. J'ai commencé par faire des études de gestion à l'université Paris-Dauphine, suivi donc une maîtrise de gestion suivie d'un troisième cycle, un de SS Finance, qui aurait dû me destiner une carrière bancaire ou comptable. Ce qui n'a pas du tout été le cas, parce que j'ai commencé à occuper, il y a plus de 20 ans, presque 25 ans maintenant, le poste de secrétaire général de la Chambre de commerce franco-thaï à Bangkok, en Thaïlande, donc pour le gouvernement français. Pendant à peu près 2 ans, quand je suis retourné en France, j'ai pris un poste de directeur export d'une petite PME qui vendait des vêtements de sport haut de gamme, qui s'appelle Jean Le Duc, qui existe toujours. Donc j'avais une direction commerciale export qui me permettait d'encadrer des agents et des distributeurs dans différents pays d'Europe. Ensuite, je suis devenu directeur commercial d'une plateforme alimentaire, donc une espèce de grossiste en alimentaire, en ultra frais notamment, en Corse, à Bastia, qui avait la particularité d'être l'agent exclusif du groupe Danone, avec des forces de vente que j'encadrais, à la fois pour ce qu'on appelle les grandes surfaces alimentaires, donc les GSA, et également la restauration hors foyer, ce qu'on appelle la RHF. Donc c'est une expérience qui m'a pris 3 ans de ma vie. Ensuite, j'ai créé ma propre entreprise, Édition Vision, donc d'édition de jeux de société, donc ça n'avait rien à voir, que j'ai dirigé pendant 3 années, une entreprise que j'ai vendue à un groupe américain qui est le leader mondial du déguisement, qui s'appelle Rubis Costume Company, pour lequel j'ai ensuite construit l'Europe à travers une douzaine d'acquisitions d'entreprises, où j'ai transformé ma casquette de directeur général France en directeur général Europe de ce groupe pendant près d'une dizaine d'années. Ensuite, j'ai de nouveau créé une nouvelle entreprise, rue de la Fête.com, donc un site internet spécialisé dans la vente d'articles de fête et de déguisement auprès du grand public sur internet, un des leaders français d'ailleurs du marché, que je dirige toujours pour le groupe Ludendo, puisque j'ai vendu cette entreprise au groupe Ludendo, qui est le deuxième distributeur français de jouets, plus connu sous ses enseignes La Grande Récré, Star Jouets, Jouetland, Hamleys en Angleterre, Franz Karl Weber en Suisse, et j'en oublie d'autres. Où aujourd'hui, j'occupe la fonction de directeur exécutif du pôle web, donc de tous les sites e-commerce du groupe. Je suis également membre du comité exécutif du groupe. Donc dans mon parcours, il y a un mélange de direction commerciale au début, et puis ensuite de créateur d'entreprise, donc gérant de structure ou directeur général, mais avec toujours une casquette commerciale très forte, puisque je pars du principe que le directeur général ou le patron d'une structure doit être le meilleur des vendeurs ou le premier des vendeurs, et doit avoir un effet d'entraînement sur ses coéquipiers, vendeurs, compte clés, chef des ventes, directeur commercial et consorts. Quelles sont les missions que vous exercez au quotidien? Alors mes missions d'aujourd'hui sont des missions de direction générale, puisque j'ai mélangé les genres, j'ai fait beaucoup de direction générale, mais aussi de la direction commerciale. Donc aujourd'hui mes missions sont d'encadrer des services marketing, comptables, financiers, commerciaux, télévente, enfin bref. Donc c'est très vaste. On va faire un petit flashback et revenir un peu en arrière pour illustrer votre sujet, et revenir quelques années en arrière quand je faisais que de la direction commerciale. Donc on va reprendre par exemple l'expérience que j'avais dans l'alimentaire, quand je dirigeais une plateforme en Corse qui s'appelait Seda Frais, qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait la Seda. Donc un grossiste en alimentaire et en produits ultra frais, dont le métier était d'acheter à des industriels tels que Danone, Elevir, Fleury Michon, Madrange, j'en passe et des meilleurs, et de vendre ces produits, de les stocker et de les vendre à la fois à des grandes surfaces alimentaires, soit de type supérette, supermarché, hypermarché, ou à ce qu'on appelle la RHF, la restauration hors foyer, donc restaurant, hôtel ou économa, armée, école, hôpitaux. Donc là, j'encadrais à cette époque-là des commerciaux, donc j'avais une trentaine de personnes sous ma responsabilité, donc à la fois des vendeurs qui allaient sur le terrain au quotidien. Donc ma première démission, c'était de les accompagner et de valoriser les contacts, c'est-à-dire que lorsque j'accompagnais mes commerciaux, on essayait de rencontrer plutôt les directeurs de magasins, ou les directeurs d'économa, ou les directeurs d'unités d'exploitation, pour valoriser le client, c'est-à-dire qu'on montait d'un cran.
Et au quotidien, j'avais un suivi quotidien de mes commerciaux, mais c'est très large. Ça va de la fixation d'objectifs. Donc on avait une culture du chiffre très forte. Donc des objectifs hebdomadaires en termes de vente, des objectifs mensuels, des objectifs annuels, beaucoup d'animations liées à des objectifs très ciblés en fonction des produits. Donc on avait des opérations avec un fournisseur comme Danone par exemple, puisqu'on était agent exclusif Danone, donc on avait un lien très particulier avec ce groupe. On était un peu le bras armé entre guillemets de Danone. On était une extension de Danone, tellement une extension qu'on avait l'impression de faire partie du groupe Danone, tellement les liens étaient quotidiens et fréquents avec le groupe. Où là on pouvait avoir des opérations sur un produit donné comme la Danette vanille, où l'objectif était pour le commercial d'avoir une présence dans tous les rayons, donc une présence dans 100% des points de vente, et avec des progressions et des objectifs chiffrés en termes de volume, en termes de chiffres, en termes d'animation, donc c'était assez vaste. Un autre aspect de la direction commerciale qu'on oublie souvent, c'est que j'étais également garant des marges. C'est-à-dire j'avais la responsabilité de la fixation des prix. Donc je m'occupais également des relations avec les fournisseurs, donc j'avais une double casquette, acheteur et directeur commercial. Mais j'avais surtout, et c'est assez fréquent d'ailleurs, cette obligation est comme mission première d'être le garant des marges. Ce qu'on appelle la marge brute, la marge nette, et de faire en sorte que celle-ci couvre les frais d'exploitation de la structure. Donc pour revenir à la question, suivi quotidien de mes commerciaux sur le terrain, d'abord, parce que le directeur commercial c'est d'abord le premier des vendeurs, et puis après il y a le côté encadrement, fixation d'objectifs, suivi de ces objectifs, animation de ces vendeurs. Un autre aspect, mise en place aussi de formation. L'aspect formation est important, surtout de plus en plus de nos jours, changement de technologie, changement de technique de vente. Donc mise en place de programmes de formation pour mes vendeurs avec un redépoussiérage assez régulier de ce qu'on appelle l'intégration des techniques de vente. Donc il y a pas mal de méthodes, différentes méthodes. Il y a les grandes écoles, d'ailleurs entre guillemets l'école Ranx et Rox, l'école Danone en a une autre, ou plein d'autres. Je dirais beaucoup de grands groupes ont des cycles et des modules de formation pour les techniques de vente. Mais on avait également des techniques de formation en termes d'enseignement qui étaient sur le recouvrement, puisqu'une partie de mes vendeurs faisaient à la fois vendeur, mais aussi recouvraient, c'est-à-dire qu'ils récupéraient les créances. Donc les chèques ou les mandats. Ou les mandats, ou les chèques, ou les lettres de crédit. Voilà de manière pêle-mêle ce qu'était l'ensemble de l'émission. Donc de l'encadrement, de la vente en direct, de l'accompagnement, de la fixation d'objectifs, garantie des marges, donc patron de la politique commerciale et des prix de la structure. Combien de personnes managez-vous aujourd'hui ? Alors en tant que directeur exécutif du pôle web du groupe Ludendo, aujourd'hui, je manage à peu près 70 personnes, tout confondu. Ça va à la fois de vendeurs en magasin, puisqu'on a une partie magasin, retail, boutique, mais j'ai aussi après des télévendeurs et des vendeurs pour la partie internet. Donc c'est à peu près 70 personnes. Si je reviens un peu dans le temps, lorsque je dirigeais le groupe Rubis en Europe, là j'encadrais 350 personnes, mais ça va aussi des vendeurs, mais tous les services, y compris les directeurs généraux de nos différentes filiales dans l'ensemble des pays d'Europe, Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne. Donc là c'est un peu différent, ça va au-delà de l'activité commerciale. Si je reviens un petit peu encore en arrière, lorsque je dirigeais les éditions Vision, qui est une entreprise que j'avais créée, on vendait des jeux de société essentiellement à la grande distribution alimentaire, mais également à ce qu'on appelle les GSS, donc la grande surface spécialisée jouets cette fois-ci, des Maxi Toys, des Toys R Us, des grandes récré, les jouets clubs. Là j'encadrais des commerciaux internes et également des VRP et des agents commerciaux externes, parfois exclusifs et parfois ce qu'on appelle multicartes, puisqu'ils représentaient aussi d'autres entreprises. Donc là, j'avais une vingtaine de commerciaux encadrés et le boulot était essentiellement d'aller visiter des hypermarchés, des supermarchés, des magasins de jouets, et je prenais en charge directement ce qu'on appelle les grands comptes, donc les 8 ou 9 centrales d'achat alimentaires, donc Carrefour, Région Casino, Cora, Auchan, j'en passe des meilleurs, et les centrales d'achat jouets, donc je les ai cités auparavant.
Si je reviens encore en arrière, et je prends comme exemple mon expérience en Corse dans l'alimentaire avec le groupe SEDA, là j'avais au moins une trentaine de personnes. Donc une partie de ma force de vente visitait des hypermarchés, des supermarchés, des supérettes, donc de la GMS, ça s'appelle la GMS, et une autre partie de la restauration hors foyer, donc un métier complètement différent. Et j'avais également des vendeurs-livreurs qui vendaient, livraient et encaissaient au couvreur. Donc là j'avais un peu des forces de vente très hybrides. Quelles sont les qualités requises pour cette activité? Bien, les qualités requises, c'est d'abord d'avoir une force de caractère forte, d'être capable d'encaisser la pression. Le service commercial d'une entreprise, c'est le poumon de l'entreprise. C'est ce qui va ramener les revenus. Beaucoup d'autres services provoquent des charges ou des coûts. La source de revenus passe obligatoirement par le service commercial. Donc c'est le poumon ou le cœur d'une structure. Et c'est le carrefour de toutes les pressions, de toutes les tensions. Donc il faut être un dur au mal, un dur à cuire, quelqu'un qui est capable d'encaisser la pression, qui est capable de l'encaisser sans la transmettre nécessairement à ses équipes, ou en tous les cas, il faut la transmettre de manière positive, pour pas qu'on arrive dans du management de la peur ou du stress qui soit négatif. Donc il faut avoir aussi une capacité de recul, un effet d'entraînement, puisque dans la notion de directeur commercial, il y a l'aspect vendeur, donc il faut évidemment avoir des qualités de vendeur, être un bon vendeur, ça ne veut pas dire être un marchand de tapis. Un bon vendeur, c'est aussi quelqu'un d'organisé, qui prépare ses rendez-vous, qui découvre les besoins du client, qui sait les confirmer, les valider et offrir une réponse adaptée. Donc il faut être psychologue parce qu'on travaille avec de l'humain, donc il faut avoir une bonne grille de lecture de l'être humain en général. Il faut aussi avoir un côté leader, puisque en dehors de l'aspect vendeur, où on doit être le premier des vendeurs, il faut être aussi un bon manager, donc il faut avoir du leadership, donc être quelqu'un qui est capable d'entraîner des équipes. On a d'ailleurs souvent des bons directeurs commerciaux parmi des anciens sportifs ou des sportifs, parce que c'est un peu les mêmes réflexes. C'est le capitaine de l'équipe, ou c'est l'entraîneur-joueur, mais qui participe avec les autres joueurs, donc qui travaille avec les petits copains. Donc la notion d'équipe, elle est primordiale. Donc cet effet entraînement est fort. Il faut de la rigueur. Beaucoup de gens pensent que commercial veut dire moins rigoureux, si on doit comparer ça à des fonctions plus administratives ou comptables. Pas du tout. Les meilleurs commerciaux sont des gens extrêmement rigoureux, qui sont bien dans leur dossier, qui préparent leur rendez-vous avant et qui savent bien détecter et mettre en place des techniques de vente qui passent d'abord par l'écoute du client et savoir à chaque fois, à un instant T, trouver la solution sans couper le fil, être un habile négociateur pour pouvoir garder des rapports même dans des situations qui peuvent être conflictuelles, puisqu'on est toujours à un moment donné à se trouver au milieu de relations qui par essence sont conflictuelles entre un vendeur qui va chercher à vendre au prix le plus élevé, si je dois simplifier, schématiser, et un acheteur de l'autre côté qui a envie de l'acheter au prix le moins élevé. Donc il y a des intérêts et des objectifs qui sont un peu contraires. Donc par nature, c'est quelqu'un qui est exposé à des tensions, obligatoirement. Avez-vous une ou plusieurs astuces propres à vous-même qui ont pu vous aider lors de négociations? En fait, au fil du temps, on se crée un peu sa boîte à outils. C'est-à-dire que, à force de rentrer dans des négociations avec des acheteurs de centrales d'achat, que ce soit dans l'alimentaire ou dans d'autres domaines, ou avec des responsables de rayon, ou avec des patrons de petites structures, on se retrouve finalement toujours à peu près en face des mêmes situations, de conflits ou de négociations ardues, où j'ai envie de dire la meilleure des choses est l'écoute. Et puis d'essayer de détecter chez l'autre les ressorts qui peuvent l'influencer. Alors parfois ça peut être du domaine de l'affectif, parfois on peut dévier du domaine purement professionnel, donc ça peut jouer aussi, ça dépend des individus et de l'interlocuteur qu'on a en face de nous. On peut avoir en face de nous des acheteurs qui sont uniquement ciblés et orientés sur des objectifs de marge ou de résultats. Donc ce qu'il faut, c'est surtout bien comprendre quels sont eux leurs objectifs. Un exemple, alors c'est pas vraiment du domaine du directeur commercial, mais c'est aussi de la négociation. Il m'est arrivé dans une expérience passée
de négocier avec les grands studios, Disney, Lucasfilm, Warner Bros, pour obtenir des licences pour les déguisements et pour pouvoir obtenir par exemple la licence Star Wars ou ce genre de choses pour l'Europe. Et au début on bloquait avec nos interlocuteurs parce qu'on n'avait pas compris que leurs objectifs étaient uniquement pas de nous faire payer le maximum de droits en forme de pourcentage des ventes, mais qu'eux-mêmes avaient un objectif individuel en termes de ce qu'on appelle le minimum garanti. C'est la somme qu'on va s'engager à verser quelles que soient les ventes que l'on fasse. Alors qu'a priori, lorsqu'on rentre dans une négociation avec des studios, on se focalise sur le taux de royalties que l'on va verser. Est-ce que ça va être 10%, 15% comme à l'époque pour Harry Potter, ou 17% pour Star Wars, ce qui se pratiquait à l'époque. Donc on se focalise là-dessus, alors que beaucoup de nos interlocuteurs ont des objectifs personnels en termes de rémunération qui ne sont basés que sur le minimum garanti, c'est-à-dire le montant du chèque qu'on va s'engager à payer, quelles que soient les ventes, même si on en fait zéro. Leurs objectifs sont là. Donc en fait, ce que je retiens de cette anecdote et ce que je voudrais illustrer là-dessus, c'est bien écouter l'autre, et surtout la meilleure des astuces, c'est de bien comprendre quels sont les objectifs individuels ou collectifs de l'individu que l'on a en face de nous. Avez-vous souvenir de votre meilleure négociation? Alors j'ai plusieurs exemples, dont un qui fait partie de ma vie, pas complètement professionnelle, mais extra-professionnelle, puis j'étais également vice-président d'un club de première division dans le football, première division française, donc le club de Bastia, le Sporting Club de Bastia, de 2001 à 2004, où j'avais la vice-présidence de la partie professionnelle. Et à cette occasion, j'ai eu à négocier avec le groupe Orange, avec le directeur général qui s'appelait Didier Quillot à l'époque, qui cherchait à préempter ce qu'on appelle les droits UMTS, c'est-à-dire la possibilité pour Orange de diffuser des images de football, de club, sur nos smartphones, donc sur nos téléphones portables. Donc à l'époque, c'était il y a 12 ans, ils prenaient un sacré risque, puisque techniquement, c'était pas possible. Et ils n'avaient signé de contrat qu'avec les grands clubs prestigieux, donc le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, pour les citer. Et j'ai été le seul petit club, entre guillemets, à les convaincre. C'était quand même un montant important. À l'époque, on parlait de plusieurs millions, on était à 5 ou 6 millions d'euros. Donc c'était un contrat important. J'ai d'autres exemples forts. Lorsque j'ai créé les éditions Vision, donc une petite société qui faisait des jeux de société régionaux, notamment culturels, à base de questions-réponses sur toutes les régions de France. Ensuite, on a fait des puzzles avec Yann Arthus Bertrand, l'Interview du ciel, à l'époque où Yann Arthus Bertrand n'avait pas la célébrité qu'il a aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, c'est une négociation collective qui était impressionnante à cette époque. On partait d'une petite start-up et dès la première année, on a été référencé dans l'ensemble des centrales d'achat jouets et alimentaires. C'est-à-dire qu'il n'en manquait aucune à notre panoplie. Donc ça, c'était important pour une petite structure, puisque nous, on n'était pas ni Mattel, ni Lego, ni Hasbro, ni Playmobil, on était un tout petit. Et c'était quand même assez fort et ça avait marqué la profession. Petite structure qui part de zéro de chiffre d'affaires et qui monte à 10 millions dès la première année, qui part de rien. Et on avait fait carton plein dès la première année. Donc c'est une négociation, j'ai envie de dire, collective. Ma pire négociation, ça m'est arrivé en Asie, lorsque j'ai dirigé pour le groupe Rubis, donc, qui est toujours d'ailleurs leader mondial de la fabrication de déguisements. Je dirigeais aussi le bureau de Hong Kong, en plus de ma responsabilité en tant que patron Europe du groupe. Et je vendais à des comptes clés internationaux, donc ça allait de Corte Inglés, de Giochi Preziosi en Italie, de Toys R Us USA, enfin bref. Et à l'époque, je développais, puisque c'est aussi une des fonctions des directeurs commerciaux, ça peut être ça, puisqu'on est en contact avec le terrain, donc j'avais développé énormément de produits liés aux jouets et aux déguisements, dont certains produits qui faisaient l'objet de campagnes publicitaires nationales. Et mon plus gros échec, c'est d'avoir développé des produits qui nous ont coûté énormément en termes de développement, en termes d'achat de moules, pour faire du thermoformage plastique, pour produire les produits. Donc c'était un sacré flop où on a pris le risque de lancer des productions et j'ai fait chou blanc. Il n'y a pas une centrale dans le monde qui a acheté mon produit en dehors des centrales françaises. C'est-à-dire qu'à l'export, je pense que ça a été le plus gros échec, en tous les cas celui dont je me souviens le plus. Quelles sont les ouvertures possibles après avoir été manager des ventes? La suite logique pour un manager des ventes, c'est de devenir ensuite directeur commercial. Donc dans la hiérarchie commerciale, entre guillemets, c'est l'échelon au-dessus. Et bien souvent, des directeurs commerciaux qui ont un peu d'expérience
franchissent souvent le pas pour devenir des directeurs généraux. Pourquoi? Parce que le manager des ventes et ultérieurement le directeur commercial est un peu le catalyseur. Il est à l'intersection des besoins de l'entreprise et des besoins du consommateur ou du client. Donc c'est à travers lui que se rejoignent les besoins du marché et l'offre que peut produire une entreprise. Donc c'est un poste qui est stratégique et qui amène assez facilement à des directions générales, où il est plus fréquent d'avoir des gens qui viennent du commercial, parce qu'ils ont un contact direct avec le terrain, des gens qui viennent de l'administratif, on va dire. Si je devais faire un monde bipolaire, c'est pas si simple que ça l'entreprise, mais un directeur commercial, la partie commerciale non seulement s'occupe de la vente, mais doit être complètement impliqué même dans le développement des produits. Si je dois comparer à des fonctions marketing, le marketing est au service du commercial. Le commercial est un peu un manager des ventes et également un directeur commercial, c'est un peu le grand électeur de ses clients. C'est-à-dire que c'est lui qui doit remonter les informations, qui doit aider les services en charge du développement produit, qui font de la prospective, pour déceler en amont des besoins où ils répondent, des besoins existants ou futurs. Donc c'est un poste qui est dans l'entreprise stratégique, outre le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est le poumon ou le cœur de l'entreprise, puisque c'est à travers le commercial que l'on amène les revenus, les produits qui vont venir compenser ou payer les charges d'une structure. Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes qui souhaitent devenir manager des ventes au niveau de leurs études ou même de leur stage? Eh bien, d'abord de se confronter le plus tôt possible à travers des stages, c'est une bonne formule, le plus tôt possible à de la vente, quelle qu'elle soit finalement, parce que c'est très formateur, on y apprend beaucoup de choses, c'est un côté dur, mais qui peut être bénéfique pour sa propre construction, dans la mesure où on prend souvent des claques, surtout au début. Mais ça donne une assurance et ça permet de grandir entre guillemets et d'être un peu plus aguerri. J'ai envie de dire, moi j'ai eu la chance lorsque j'étais à l'université Paris-Dauphine et je m'occupais de la junior entreprise, j'ai eu la chance de faire partie d'équipes qui ont profité de stages et de formations à l'école Roxerox. Donc en bureautique, vous avez une école de renommée mondiale, j'ai envie de dire, et un programme de formation très costaud, dans ce qu'ils appelaient les techniques de vente, qui était extrêmement formateur. Ça m'avait impressionné beaucoup plus que certains de mes cours en finance ou en économie. En dehors de ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas de filière qui conduit directement à de la vente. Oui, il y a des BTS vente, ou il y a des écoles de commerce, dites de commerce, mais j'en suis un pur exemple. Moi, je me suis d'abord toujours considéré comme un vendeur, même si j'ai plus fait de la direction générale finalement que de la vente pure. Mais on est toujours un vendeur. J'ai fait des études financières et de comptabilité et d'économie, et à l'arrivée, je me considère plus comme un homme de marketing, un homme produit, un vendeur, un manager, quelqu'un qui entraîne et qui arrive à vendre des projets. Finalement, en conclusion, je dirais de toute façon, on est toujours un vendeur. Donc c'est obligatoirement formateur. On a toujours quelque chose à vendre. À des banquiers, à des associés, à des collaborateurs, à des directeurs, à des patrons, à la presse, à des médias. Donc on a toujours quelque chose à vendre. Donc de toute façon, on sera toujours quelque part dans une relation client-fournisseur, fournisseur-client. On sera toujours dans une situation de vente, quelle qu'elle soit. Ça commence d'ailleurs par se vendre soi-même. Merci Gilles Vaugelade. Merci à vous.